Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hebdo Crypto. On va voir un petit peu l'actualité de la semaine, hein. Il y a eu pas mal de choses cette semaine. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça demande, ça ne coûte rien et ça fait grandir la chaîne. Alors on va commencer avec le cours des cryptos, hein, qui est dans le vert. On a eu un beau rebond en fin de semaine, notamment avec un Ether là, qui prend sur la journée 12%, hein, qui est passé très largement au-dessus des 1000 $, 1357. Donc c'est vraiment une bonne performance. On peut regarder sur un mois, les performances sont de 5% pour le Bitcoin et 27% pour l'Ether, hein, l'Ether qui avait souffert un peu plus que les autres. Et donc là, on peut voir aussi le BNB, hein, qui nous fait sur un mois une performance de 20%. Le Solana qui nous fait aussi une performance de 32%. Donc on a plutôt une map verte sur un mois. À part l'ADA, hein, ADA Cardano qui est à -4, c'est un petit peu l'exception. On a quand même plutôt une map qui est dans le vert et c'est plutôt une bonne chose. On va survoler vite fait le Crypto Fear qui est toujours dans la peur, dans l'extrême peur, à un niveau 24. Donc on peut voir que le mois dernier il était sur un niveau 9, hein, donc on était vraiment à des niveaux très bas, des niveaux historiques, hein, comme on en avait parlé sur la chaîne. Là on est sur des niveaux qui sont quand même très bas, qui remontent légèrement, mais on est encore dans une zone de peur, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien de rester dans cette zone-là, c'est une zone d'accumulation. Et on va commencer dans les news de la semaine. Donc, on a début de semaine, on avait un article de Cryptos qui nous expliquait que la canicule au Texas, mais je pense qu'il n'y a pas qu'au Texas, hein, je pense qu'il y a beaucoup de pays avec la chaleur qu'on connaît actuellement. Il y a forcément les entreprises de minage, hein, qui souffrent. Et on a au Texas des fermes qui sont obligées d'être à l'arrêt. Parce que les gouvernements, comme il y a en fait une chaleur, une canicule importante, il y a énormément de consommation d'électricité due à tout ce qui est climatisation et autres. Et donc du coup, voilà, c'est priorité entre guillemets aux particuliers plutôt qu'aux entreprises de minage. Donc ils sont obligés de couper. Donc on va avoir une chute du hash rate qui sera légère, je pense, hein, parce que c'est pas tous les pays qui sont impactés, mais c'est vrai qu'on a une chaleur assez importante, et notamment dans des pays, dans des régions comme celle-ci, voilà, c'est des régions très très chaudes. Donc voir où ça va mener, mais c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est juste voilà, c'est juste qu'ils sont obligés de réguler et de couper un petit peu les usines de minage. Et on va avoir aussi, faut savoir qu'aussi dans les entrepôts comme ça, les fermes de minage, on a aussi les ordinateurs qui chauffent énormément. Donc c'est des endroits souvent qui sont refroidis pour éviter que les ordinateurs et les mineurs se mettent en surchauffe. Et donc ça fait une consommation importante d'électricité. Donc c'est tout l'enjeu écologique, hein, des futures années. Mais on trouvera des solutions sans problème, j'ai aucun doute là-dessus. Alors dans les actualités, on a eu en début de semaine Zinedine Zidane, hein, le célèbre footballeur champion du monde, qui a signé un partenariat multiannuel avec le jeu blockchain Sorare. Donc Sorare, Sorare, je ne sais pas comment vous le prononcez. On avait vu Mbappé aussi qui était devenu investisseur du projet, de la plateforme. Donc Sorare, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un jeu de cartes à collectionner. Sous forme NFT bien évidemment. Donc c'est un peu comme les cartes Panini qu'on pouvait avoir à l'époque. Bon, on les avait en papier, sur un petit bout de carton, mais on mettait ça dans un petit cahier. Et il y a des cartes Panini aujourd'hui qui ont une certaine valeur. Mais là en fait c'est sous forme d'NFT. Donc c'est un jeu en fait où vous achetez des cartes numériques qui représentent un joueur. Donc il y a au départ des cartes qui sont lancées par la plateforme, qui sont lancées aux enchères. Et après vous pouvez les revendre entre tous les joueurs, entre tous les participants, en les vendant au prix que vous souhaitez, si vous trouvez un acquéreur en face. Et vous avez aussi la possibilité de participer à des compétitions, parce qu'en fait, la carte que vous avez, si vous avez par exemple la carte Neymar, Mbappé ou autre, en fonction des résultats qu'il va faire dans la vraie vie et des matchs qu'il va faire dans la vraie vie, il y a un score qui est donné, et ce qui va faire que votre carte va marquer des points. Donc en fait, à chaque journée de championnat ou de compétition européenne, vous créez une équipe avec tous les joueurs que vous voulez. Et en fonction du niveau de rareté de votre carte, vous allez gagner des points. Et ces points peuvent vous faire gagner soit d'autres cartes, soit de l'argent, donc qui est payé en Ether. Donc c'est plutôt intéressant. C'est une société qui vaut plusieurs milliards aujourd'hui, hein, Sorare, et qui allie en fait la passion du football, la collection de cartes
et en même temps qui peut générer un gros revenu parce que il y a des gens qui gagnent énormément d'argent sur cette plateforme. Donc je pourrais faire une vidéo dédiée hein, si vraiment ça vous intéresse, laissez en commentaire et je vous ferai découvrir un petit peu la plateforme. Et là on n'a pas une très bonne nouvelle au niveau des mineurs Bitcoin, c'est que le Kazakhstan va instaurer une taxe. On sait que l'année dernière il y a la Chine qui avait banni le minage de Bitcoin et toutes les fermes de minage qui se situaient en Chine avaient migré pour la plupart au Kazakhstan, qui était devenu l'un des pays au monde les plus rentables en termes de minage de Bitcoin. Bien évidemment parce que l'électricité là-bas il n'y est pas chère. Les loyers aussi des locaux, tout ça sont moins chers, donc ça fait des coûts faibles, avec donc du coup pour le coup un rendement de minage plus important. Et là, voilà, le Kazakhstan s'apprête à taxer davantage les mineurs de Bitcoin. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le Kazakhstan parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y en a peut-être voilà, qui resteront au Kazakhstan et il y a des mineurs qui partiront encore et qui iront dans un autre pays qui sera plus favorable. Et voilà, à force, il y aura des pays qui comprendront que c'est un enjeu important et voilà, ça va s'autoréguler dans le temps et c'est une bonne chose, hein, c'est ce qui permettra justement d'avoir différents pays qui font du minage de Bitcoin et d'avoir un maximum de décentralisation. Et on a la plateforme Celsius qui se déclare officiellement en faillite. Donc comme vous le saviez, hein, Celsius avait coupé les retraits, c'était une plateforme de prêt d'emprunt, on pouvait déposer nos cryptoactifs et générer des intérêts. Donc là, avec la chute de Terra, la chute de Treehouse Capital et d'autres, voilà, ils se déclarent en faillite sous le chapitre 11. Donc c'est-à-dire qu'en fait, leur dette va être gelée et en gros, ils vont rouvrir de nouveaux comptes sur lesquels ils vont repartir à zéro. Le problème de ça, c'est que peut-être que la plateforme Celsius va survivre et remboursera ses dettes petit à petit, mais les particuliers qui ont posé l'argent dessus, il y a de fortes chances qu'ils ne récupèrent malheureusement jamais leur mise, parce que c'est déjà toutes les sociétés qui ont prêté de l'argent à Celsius qui vont être prioritaires dans les remboursements. Donc à mon avis, au moment où on arrivera à rembourser les particuliers, il y aura plus d'argent et Celsius ne pourra pas rembourser tout le monde. Donc pour les particuliers, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Après, à voir comment ça évolue. Et on a un CryptoPunk qui se vend pour 2,6 millions de dollars. Une reprise pour les NFT. Donc, voilà, les NFT récemment, avec la chute des cryptos, avaient eu un engouement qui était fortement en baisse, hein, à part le secteur Gamify, donc tout ce qui va être jeux vidéo sur la blockchain. Mais le secteur NFT, la crypto en général, est donc du coup en forte baisse et il y avait un attrait moins important pour les NFT. Et donc là, on peut voir qu'il y a un NFT qui s'est vendu 2,6 millions de dollars. Donc comme quoi, il y a encore des gens qui s'y intéressent, il y a encore du potentiel. Et donc voilà, il a été vendu pour 2500 Ethers à 2,6 millions de dollars. J'ai lu un petit article apparemment comme quoi ce serait une personne qui se les vendrait à lui-même pour créer des pertes. Parce qu'en fait, aux États-Unis, par rapport quand vous faites des pertes sur les marchés financiers, vous pouvez imputer sur vos impôts la perte que vous avez fait. Donc là, c'était quelqu'un qui avait acheté apparemment le CryptoPunk 11 millions. Là, il se le revendrait quelque part à lui-même à 2,6 millions, ce qui fait qu'il ferait une perte à peu près de 8-9 millions. Et c'est-à-dire que ces 8-9 millions, dans ses impôts, il va pouvoir les abattre, ce qui fait que ses prochaines plus-values, s'il fait une plus-value de 5 millions, dans, je sais pas, le Bitcoin ou les cryptos qui repartent à la hausse et puis ils vendent à ce moment-là des Bitcoins ou des Ethers, il fait une plus-value, imaginons de 5 millions, mais en fait il ne paiera pas de plus-value, il n'aura pas de taxe sur sa plus-value, puisqu'il aura eu une moins-value en fait de 9 millions auparavant. Donc c'est un petit peu complexe à expliquer, mais apparemment de ce qu'il en ressort, ce serait plutôt ça. Donc après, voilà, on n'a pas de source officielle. Et dans l'actualité, on a aussi les mixeurs de crypto-monnaies qui atteignent un record d'utilisation en 2022. Alors pour ceux qui ne savent pas, les mixeurs de crypto-monnaies, c'est qu'aujourd'hui, si vous transférez un Bitcoin d'un endroit à un autre, d'un portefeuille à un autre, vous avez en fait une trace de cet envoi. Et vous savez, vous pouvez remonter en fait grâce à la blockchain, depuis sa création de ce Bitcoin-là, dans quelle main il est passé, où il a été, contrairement à un billet de 100 dollars, 100 euros, ou
voilà, si je vous donne le billet, vous savez pas, moi, le billet, qu'est-ce que j'en ai fait avec? Est-ce que j'ai fait du trafic d'argent, trafic d'armes avec? Enfin, vous pouvez pas le savoir. Alors que sur la blockchain, un bitcoin, s'il a servi à des activités illicites, on va le savoir grâce à la blockchain parce qu'on sait par où il a transité. Si par exemple demain une entreprise terroriste achète des bitcoins, s'en sert pour acheter des armes, et puis plus tard revend un bitcoin et ainsi de suite, on saura qu'il est passé par cette entreprise terroriste-là. Et donc du coup, aujourd'hui, les mixeurs de crypto-monnaies permettent, notamment en cas de hack, de pouvoir aujourd'hui, si vous... les hackers qui font des hacks sur des plateformes et qui volent des Ethers, volent des bitcoins et ainsi de suite, ils passent par ces mixeurs de crypto-monnaies, ce qui fait qu'en fait, c'est, voilà, vous imaginez plein de bitcoins qui sont sur la plateforme, ils mixent tout et ils répartissent, ce qui fait qu'au final, on ne sait plus quel bitcoin était où, donc on ne peut plus identifier grâce à ces mixeurs-là, on ne peut plus identifier d'où vient la provenance du bitcoin à son état d'origine. Alors, c'est une bonne chose et une moins bonne chose, c'est que le problème, c'est que c'est quelque chose qui permet aussi aux hackers de partir d'un Ether volé ou d'un bitcoin volé à un bitcoin tout propre. Donc c'est un petit peu gênant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va être régulé très très fortement dans le temps et c'est, je pense, des sociétés, enfin des protocoles qui vont être, à mon avis, amenés à disparaître. Je vois pas comment les autorités pourraient le laisser. Et en fait, ça permet entre guillemets de blanchir de l'argent, hein, blanchir des crypto-monnaies, hein, ni plus ni moins. Donc je vois pas comment les États et les gouvernements laisseront faire ça dans le temps. Et on a Mickey, apparemment, qui est fan de crypto, donc on en apprend une bonne. On a Disney qui intègre Polygon, le token Matic, à son programme d'innovation. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour le token Polygon, hein. On sait que Disney, ils vont avoir, voilà, ils ont pris le virage Web3 NFT, et donc ils intègrent Polygon. Pourquoi Polygon? Parce que c'est une blockchain de deuxième couche à Ethereum, et qui est avec des frais beaucoup moins importants. Donc il a fait une augmentation là de 128% les 15 derniers jours, donc une très bonne nouvelle pour le token, et on voit encore, hein, le mélange entre des sociétés réelles, hein, comme Disney avec des projets crypto. Donc ça se multiplie, et malgré le marché baissier, on a une adoption qui est vraiment croissante, et le potentiel futur des crypto-actifs, hein, est de plus en plus impressionnant malgré la chute des cours. Et on a une bonne nouvelle du côté d'Ethereum. Selon le calendrier, la transition The Merge est attendue pour le 19 septembre. Donc The Merge, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est une transition qui va faire passer la blockchain Ethereum de Proof of Work, donc la preuve de travail. Donc c'est le minage par carte graphique. Aujourd'hui, comme un peu sur le Bitcoin, hein, c'est des gros ordinateurs, des mineurs de crypto-monnaies qui font des calculs algorithmiques pour résoudre des calculs, et en fonction, voilà, si vous êtes, entre guillemets, l'ordinateur qui a résolu le calcul, vous êtes récompensé en Bitcoin. Pareil pour Ethereum. Ça, c'est ce qu'on appelle le Proof of Work, hein. Et là, ça va passer au Proof of Stake. Donc, Proof of Stake, c'est tout simplement, au lieu de générer des calculs informatiques et d'avoir une consommation électrique, le Proof of Stake, c'est que vous achetez une quantité d'Ethereum, vous la bloquez dans le protocole, et ça vous génère à vous un rendement, et ça permet de sécuriser la blockchain. Donc c'est un niveau de protocole qui est beaucoup moins énergivore, hein, parce que là on va baisser à peu près de 99% la consommation électrique. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la grande raison pour laquelle Ethereum a migré vers ce protocole-là. Et donc là, on nous annonce que ça devrait être pour le 19 septembre. Alors attendez-vous à du retard, parce que Ethereum voilà, annonce souvent des dates, mais ils sont souvent en retard. Moi, je pense plutôt à la fin de l'année, hein. Si c'est 19 septembre, ce sera vraiment top. Mais je pense qu'il y aura malheureusement encore du retard. Il vaut mieux qu'il y ait du retard et que ce soit bien effectué. Parce que Ethereum, aujourd'hui, c'est une grosse machine, une grosse industrie, hein. Et moi, je préfère que ça retarde plutôt que d'avoir des problèmes sur la blockchain, ce qui serait assez catastrophique, même pour le cours des cryptos en général. Et on a Circle qui dévoile ses réserves en toute transparence de l'USDC, donc le stablecoin l'USDC, l'un des plus capitalisés aujourd'hui, le deuxième juste derrière l'USDT de Tether. Donc ils ont dévoilé justement toute transparence, donc ce que ne font pas les autres, donc c'est plutôt positif. On peut voir là dans un PDF, donc ils ont tout simplement, aujourd'hui il y a 55 milliards d'USDC en circulation.
Et on peut voir tous les bons du Trésor, ils sont principalement répartis sur des bons du Trésor, avec les valeurs ici. Et vous avez 13 milliards 580 millions en cash. Donc là, on peut voir qu'il y a 42 milliards de bons du Trésor et 13 milliards et demi en cash. Donc on peut voir aucun actif risqué. Le SDC ne possède pas ni de cryptoactifs, ni d'actions, ni rien de volatile. Des bons du Trésor américains, donc qui sont parmi les plus sûrs. On va dire c'est aussi sûr qu'un livret A, peut-être même plus encore, et 13 milliards de cash, donc de vrais dollars. Donc voilà, très bien pour l'adoption de l'USDC et des cryptos en général. Cette transparence, c'est ce qui manque un peu parfois à l'écosystème crypto. Et on a BNP Paribas et l'EDF qui lancent leur première obligation tokenisée pour les énergies renouvelables. Donc là, on peut voir aussi que, voilà, association de deux géants, hein, EDF et BNP Paribas. C'est vraiment une très bonne nouvelle d'avoir des sociétés comme ça, une grande banque et puis EDF, hein, une des plus grosses sociétés françaises, hein, qui appartient bientôt à 100% à l'État et qui va lancer ses premières obligations tokenisées donc sur la blockchain. Encore un signe d'adoption. Et on va finir par une petite image sur Twitter que je trouvais sympa, c'est en Colombie. Hein. Vous voyez un petit magasin, là c'est marqué Buy and Sell, donc acheter et vendre avec un petit logo Bitcoin. Donc ça c'est voilà, c'est la petite image de fin. Je pense que c'est des choses qu'on va retrouver de plus en plus et un jour qui sait, on aura peut-être ça dans les rues parisiennes, dans les rues des grandes villes françaises. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas un petit like, ça coûte rien, un abonnement, ça permet de développer la chaîne. Et si vous avez des vidéos que vous souhaitez que je fasse dans les prochaines semaines, n'hésitez pas, notamment peut-être sur la plateforme Sora. Merci beaucoup, au revoir.